Excellent début de journée à vous à l'écoute de RFI. Il est 6h30 à Paris, 5h30 à Kinshasa. Alexis Guilleux. Bonjour à tous. À la une, les violences se sont poursuivies hier à Kinshasa en République démocratique du Congo. Des dizaines de morts, civils et policiers depuis lundi au cours de manifestations pour demander le départ de Joseph Kabila. La communauté internationale dénonce largement ces heurts meurtriers. Un rapport accablant pour les autorités burundaises. Des experts des Nations Unies font état de violations systématiques des droits de l'homme dans le pays et pointent du doigt les services de sécurité. Accusation rejetée par le gouvernement. Au sommet également, les forces démocratiques unifiées, partis d'opposition au Rwanda, dénoncent l'enlèvement de l'un de leurs responsables à Kigali. Et puis une cérémonie d'hommage à un policier tué au Gabon en présence du chef de l'État, Ali Bongo, qui a rappelé sa volonté de rétablir l'ordre dans le pays, mais qui propose aussi de rencontrer Jean Ping, son principal opposant. La tension n'est pas retombée hier en République démocratique du Congo. Deuxième journée de violence meurtrière à Kinshasa avec donc de nouvelles victimes. Depuis lundi, 44 personnes, civils et policiers, auraient perdu la vie selon Human Rights Watch. Un bilan qui se rapproche de celui donné par l'opposition, plus de 50 morts, alors que le gouvernement congolais parle lui de 17 décès. À l'origine de ces violences, la colère de l'opposition qui demande toujours le départ du président Kabila. Hier, de nombreux bâtiments ont été incendiés à Kinshasa, des sièges de partis d'opposition, mais aussi des bâtiments de l'État, comme le tribunal de Ndjili. Les responsables de l'incendie affirment qu'il s'agit de leur unique moyen pour faire entendre leur mécontentement. Reportage dans la capitale congolaise, Sonia Rollet. Du tribunal, il ne reste que les murs, le toit n'existe même plus. Ils ont venu avec les pierres, en jetant les pierres comme ça, on a mis les feux dans les pinets, alors là j'étais en haut, sur les toitures. Et les motos, tous les motos qui étaient ici volés. On a brûlé tous les dossiers, même l'archive du tribunal de grande instance, tout s'est brûlé. Dehors, c'est l'attroupement, on se bouscule pour justifier. Il y a des véhicules, on a tout brûlé. Les véhicules sont là. Qui les a brûlés? C'est pour la population. Mais parce que le peuple de Kabila ne veut pas partir. Les voitures brûlées et tout ça, en quoi ça aide votre cause? Si le gouvernement n'est pas en mesure d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, quelle force juridique pour remplacer la Constitution? C'est nous, le peuple, qui avons donné le pouvoir à Joseph Kabila. C'est nous qui allons encore les retirer le pouvoir. Ça montre que nous sommes en colère. On va à l'hôpital, tu vas voir les corps là-bas, les balles perdues. On est tenté de nous tirer comme ça. Voiture et tribunal incendiés, boutique pillée, un officier de police stationné non loin s'agace. C'est juste pour piller, ce n'est rien d'autre, estime-t-il. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Des violences largement condamnées par la communauté internationale, notamment à New York où se réunit l'Assemblée générale des Nations Unies. À cette occasion, François Hollande, le président français, a dénoncé des violences inadmissibles et insupportables et pointe du doigt la responsabilité des autorités congolaises. Ces heurts interviennent alors que le dialogue politique en RDC touche à sa fin. Des discussions entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Et pour Hervé Latsous, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ce dialogue doit continuer. Ce dialogue, oui, il est nécessaire, il doit être inclusif. Et donc, c'est un appel que je lance à tous les acteurs politiques de faire en sorte qu'ils se tiennent et qu'ils se tiennent dans des conditions de sérénité et dans un esprit constructif, car il faut trouver des solutions. De ce point de vue-là, les Nations Unies continuent à soutenir activement le facilitateur Kodjo. Sur le fond, je crois qu'il apparaît évident maintenant que les élections ne pourront pas se tenir encore cette année. Après, il faut trouver quelque chose qui soit crédible, techniquement et politiquement, mais qui n'ouvre pas une page indéterminée. Je crois que tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ont besoin de savoir vers quoi on s'oriente, et il faut qu'ils parviennent à un consensus, et c'est le but des efforts du facilitateur et de tous les acteurs internationaux à ses côtés. Le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies au micro de Marie Bourreau. Et à noter que l'Église catholique de RDC annonce qu'elle suspend sa participation au dialogue national
par respect pour les victimes de ces 2 derniers jours. C'est dans ce contexte que 74 personnes ont été jugées à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC. 19 personnes ont été condamnées à 2 ans de prison ferme, notamment pour rébellion et incendie volontaire. 3 ont écopé de 3 ans de prison ferme et 2 autres 10 mois d'emprisonnement et $25 000 d'amende. Leur avocat, maître Patient Mabiala, dénonce un verdict injuste et sans aucun fondement juridique. Ce sont des innocents. Ils se sont réunis pour prendre leur stratégie. Il n'y avait aucun incident. Et la police est venue, il a débarqué, il a créé des désordres. Et c'est la même police elle-même qui est descendue sur le terrain et qui a commis des bavures. Et on met ça à charge de mes clients. C'est aberrant, ça ne se conçoit pas. Et le jugement qui a été rendu, c'est un jugement injuste contre mes clients. Il n'y avait rien, si ce n'est que de la politique. C'est pour faire peur à la population de ne plus parler. Ça nous choque parce que nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays du droit. Là où il y a l'infraction, on condamne. Là où il n'y a pas d'infraction, on libère. On n'est pas là seulement pour arrêter. Dès lors que vous retrouvez que ces gens n'ont jamais commis de faits infractionnels, vous les libérez. L'avocat Patient Mabiala, joint par Léa-Lisa Westerhoff. Des violations systématiques et constantes des droits de l'homme et de possibles crimes contre l'humanité. Les conclusions des experts indépendants des Nations Unies sont accablantes pour le gouvernement burundais. Des experts qui se sont rendus au Burundi et ils précisent avoir rencontré des membres du gouvernement, mais aussi des victimes ou encore des Burundais en exil dans les pays voisins. Un rapport qui englobe toute la période allant du printemps 2015 jusqu'au mois de juin 2016. Et ces experts préconisent notamment le lancement de procédures judiciaires internationales. Laura Martel. Personne ne peut quantifier exactement toutes les violations perpétrées et qui continuent d'avoir lieu dans un contexte aussi fermé et répressif que celui du Burundi, préviennent les enquêteurs. L'ONU a toutefois pu vérifier 564 cas d'exécution. Une estimation prudente, précise le rapport, qui recense aussi nombre de mauvais traitements, cas de torture et détentions arbitraires. Pour les enquêteurs, ces violations graves, systématiques et constantes des droits de l'homme, je cite, ont été et sont commises principalement par des agents de l'État et ceux qui sont liés à eux. Et si actuellement il semble qu'il y ait une réduction de la violence, c'est largement le résultat d'une répression accrue mais plus secrète, estiment les experts. Tout semblant d'opposition au gouvernement est traité impitoyablement et apparemment sans peur d'avoir à rendre des comptes, écrivent-ils. Pour lutter contre cette impunité, qualifiée d'endémique, les enquêteurs préconisent le lancement de procédures judiciaires internationales, d'autant que certaines violations pourraient constituer de possibles crimes contre l'humanité, selon eux. Si le gouvernement persévère dans cette voie, les experts demandent à l'ONU de prendre ses responsabilités en protégeant les populations sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui peut aller jusqu'à l'emploi de la force. Ils suggèrent aussi que l'ONU pourrait suspendre la participation du Burundi au Conseil des droits de l'homme, une première depuis la création de l'organe onusien il y a 10 ans. Une réaction à ce rapport, celle de Willy Nyamitwe, le responsable de la communication de la présidence burundaise, qualifie ses experts de paresseux et estime qu'ils n'ont pas fait convenablement leur travail. Il rejette les accusations portées par ces experts et les accuse de partialité. C'est un rapport biaisé du moment que les experts se basent en grande partie, c'est pas uniquement sur des témoignages anonymes de certains individus qui ont été interviewés au Burundi et d'autres au Rwanda. Alors c'est un rapport qui ne peut pas être fiable à bien des égards parce qu'ils n'ont pas fait un travail de recherche au vrai sens du terme. Des gens qui peuvent s'appeler enquêteurs indépendants, mais qui ne peuvent pas faire la part des choses, qui exhibent leur méconnaissance du Burundi à travers le texte qu'ils ont pondu. Donc c'est un rapport biaisé et je pense qu'il frise même le ridicule. Des gens qui vont jusqu'à dire que dans les maisons du président et dans certains hôtels, c'est des lieux illégaux de détention. Alors ça veut dire que c'est des enquêteurs qui sont, ma foi, fainéants et qui ont préféré la voie de la facilité, celle d'écouter tous les racontards, les rumeurs et mensonges de cabaret et qui les ont mis dans leur texte, mais qui n'ont pas voulu faire un travail scientifique de recherche sur terrain.
Willy Nyamitwe interrogé par Esdras Dikumana. Au Rwanda, les FDU dénoncent un enlèvement, celui du responsable local du parti pour la capitale, Kigali. Les FDU, les Forces démocratiques unifiées, c'est le parti de l'opposante emprisonnée Victoire Ingabire, une formation politique qui n'est pas reconnue légalement par les autorités rwandaises. Selon le vice-président du parti, Théophile Ntirutwa, a été enlevé par des militaires dimanche soir dans le nord de Kigali. Depuis, ses proches sont sans nouvelles de lui. Récit de notre correspondante au Rwanda, Stéphanie Aglietti. Dimanche, vers 21h30, Théophile Ntirutwa s'apprêtait à rentrer chez lui après avoir rendu visite à une connaissance dans le quartier de Nyarutarama à Kigali. Selon Boniface Twagirimana, le vice-président des FDU, qui n'hésite pas à parler d'enlèvement, c'est au moment d'enfourcher une moto-taxi qu'il aurait été arrêté et emmené de force dans un pick-up vert de l'armée rwandaise par des hommes dont l'un portait un uniforme. L'opposant en aurait même perdu une de ses chaussures. Selon l'épouse de ce dernier, qui dit s'être entretenu avec des témoins, les hommes ont expliqué au badaud que Théophile Ntirutwa était un voleur de téléphone portable. Le vice-président des FDU assure que le responsable local du parti craignait depuis plusieurs mois pour sa sécurité. Le porte-parole de la police rwandaise a indiqué ne pas être en mesure de dire si l'opposant avait été arrêté ou pas. Dans un communiqué, les FDU ont dénoncé, je cite, la volonté du FPR, le parti au pouvoir, de continuer à harceler les opposants pour les faire complètement taire en amont de la présidentielle de 2017. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. Il risque 20 ans de prison pour une mauvaise blague. 3 Camerounais ont partagé un message de plaisanterie portant sur le recrutement de jeunes diplômés par Boko Haram. Arrêtés fin 2014, ils comparaissent depuis le 7 septembre dernier pour complicité d'insurrection et non-dénonciation. Le tribunal militaire de Yaoundé prononcera ce 21 septembre le verdict de ce procès. Amnesty International demande que les autorités camerounaises abandonnent toutes les charges retenues contre ces 3 jeunes Camerounais. Au Gabon, la décision de la Cour constitutionnelle est attendue d'ici à vendredi. Va-t-elle valider les résultats de la présidentielle ou donner raison à Jean Ping, qui conteste toujours les résultats donnés par la commission électorale et qui donne vainqueur le président Ali Bongo? C'est dans ce contexte que le chef de l'État, Ali Bongo, propose à l'opposant d'ouvrir un dialogue, même si le cadre de ces discussions reste encore à définir. Ali Bongo, qui était hier matin à l'École nationale de police de Libreville, une cérémonie d'hommage aux policiers morts le 13 septembre des suites de ses blessures y était organisée. Ce brigadier touché par balle à Oyem dans le nord du pays, hommage solennel où le président Bongo a promis de tout faire pour que le calme revienne au Gabon. Reportage de nos envoyés spéciaux Karine Franck et Richard Rifono. Nous vous faisons officier de l'Ordre national de l'Étoile équatoriale à titre posthume. Le général Jean-Claude Thierry Oyezoué, commandant en chef des forces de police nationales. Nous n'oublierons jamais que tu es tombé en menant un combat noble. Tu t'es comporté en toute dignité, tout en étant loyal envers les institutions de la République. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur, Paco Moubele Boubeya, de délivrer un message aux forces de l'ordre. Notre combat est de maintenir la vie où certains promettent la mort, d'assurer la sécurité publique là où d'autres veulent tout détruire, piller, saccager. Un mort est un mort de trop, déclare le chef de l'État Ali Bongo à l'issue de la cérémonie. Je voudrais adresser toutes mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers et nous devons tout faire pour que ceci ne puisse plus se répéter. Rien ne peut justifier la violence. Il faut éviter de prononcer des paroles qui peuvent encourager la violence. Je comprends l'inquiétude des Gabonais et nous allons donc tout faire pour que le calme revienne sur l'ensemble du territoire et nous allons le faire. Richard Rifono, Karine Franck, Libreville, RFI. Et par ailleurs au Gabon, le procès de 20 manifestants poursuivis pour attroupement non armé et pillage devait s'ouvrir hier au palais de justice de Libreville. Il est finalement reporté au 27 septembre, précise l'un des avocats de la défense. Des nouvelles de Desmond Tutu, il est aussi jovial que d'habitude. Les mots sont du Premier ministre sud-africain alors que le prix Nobel de la paix a été hospitalisé ces derniers jours. Ancien compagnon de route de Nelson Mandela, l'archevêque de Desmond Tutu est aujourd'hui âgé de 84 ans. Il est tout juste 6h44 à Johannesburg et ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Alexis Guilleux.
Merci de choisir la radio du Monde pour vous réveiller. C'est Afrique Matin. À suivre, nous ferons le tour de la presse africaine. Frédéric Couteau a lu pour nous les journaux du continent. Mais avant cela, notre invité. Et avec notre invité, nous reparlons de la République démocratique du Congo et des manifestations de ces 2 derniers jours. Rassemblement contre le report des élections, réprimés par les forces de sécurité. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie. Alors pour quelles raisons ces manifestants refusent-ils ce report des élections? Le dialogue national entre le pouvoir et une partie de l'opposition a-t-il encore un sens dans ce climat? Pour en parler, le chercheur belge Chris Bervoest est notre invité ce matin. Il a mené 3 enquêtes à Kinshasa depuis le début de l'année. Il a ainsi pu mesurer les frustrations et les nombreuses attentes de la population congolaise. Et il répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier. Chris Bervoest, bonjour. Bonjour. Dans un document publié il y a 2 mois par l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, vous avez écrit que ces 2 jours des 19 et 20 septembre seraient des jours explosifs. Comment le saviez-vous à l'avance? Nous savons depuis longtemps que la population attend les élections. Et la constitution congolaise prescrit que la commission électorale convoque l'électorat 3 mois avant la fin du mandat du président. Donc les gens savaient que ce lundi et ce mardi, c'était la date limite pour qu'ils soient convoqués dans les délais constitutionnels. Tout à fait, et ça n'a pas été le cas. Les gens se sont organisés pour exprimer leur mécontentement. Les graves événements de ces 2 derniers jours nous font penser à ceux de janvier 2015, où plusieurs dizaines de personnes ont été tuées à Kinshasa et Goma. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces 2 événements? Oui, une des similitudes importantes semble être la spontanéité des manifestations. C'est comme si la mobilisation ne dépend pas seulement d'un mot d'ordre de l'opposition de la société civile, par exemple. Depuis le début de l'année, vous vous êtes rendu 3 fois à Kinshasa et vous avez enquêté auprès de plusieurs groupes sociaux. Quelle est l'aspiration la plus profonde des gens que vous avez rencontrés? Disons, la première frustration tourne autour des conditions de vie des gens. Les gens vivent dans une pauvreté extrême, le chômage est presque généralisé, il est très difficile de nourrir la famille, donc les gens trouvent qu'ils vivent dans les conditions d'il y a 20 ans vers la fin du régime Mobutu. Et pour eux, le fait que ça n'a pas changé, pour eux, c'est un problème de gouvernance. Et donc, si un président, comme le président actuel, n'est pas capable ou n'a pas la volonté de changer la gouvernance en 16 ans de règne, les gens ne croient plus qu'il va le faire dans sa 17e année. Donc pour ça, les gens attendent la fin du mandat de Kabila pour qu'il parte, pour qu'il y ait une alternance, pour qu'il y ait une alternative. Alors face à ce ras-le-bol, la stratégie du pouvoir a été de diviser l'opposition et d'organiser un dialogue national avec la frange de l'opposition qui était prête à accepter un report de la présidentielle. Est-ce que cette stratégie a marché ou pas? La stratégie a marché dans le sens que l'opposition paraît aujourd'hui affaiblie, n'est pas capable d'être vraiment l'incarnation d'une alternative, disons. Il y a une forte pression d'en bas de la population, des quartiers populaires qui veulent un changement. Alors, je pense qu'il y a une perte d'autorité morale des acteurs institutionnels classiques, les partis politiques, la société civile, dans une certaine mesure aussi les églises, et qu'il y a un climat d'autoprise en charge de la population. Et à l'heure actuelle, beaucoup de gens n'ont pas l'impression que les différents leaders d'opposition sont capables de dépasser, disons, les questions d'ego, et qui ne sont pas encore capables à se mettre ensemble dans une constellation unie et crédible. Est-ce que les manifestations de ces 2 derniers jours ne prouvent pas que le dialogue national prôné par le pouvoir et une partie de l'opposition est rejeté par beaucoup de gens? Je crois que oui. Le président Kabila a convoqué ce dialogue il y a 1 an. Beaucoup de gens étaient très méfiants et croyaient que le président voulait imposer une nouvelle transition de quelques années, de 3 ans, pour entre-temps changer la constitution. Donc il y a beaucoup de méfiance autour de ça. À l'heure actuelle, il n'y a pas la confiance que le dialogue est le bon cadre, disons. Et est-ce que les partis d'opposition qui boycottent ce dialogue depuis leur rencontre de Genval près de Bruxelles en juin dernier, est-ce qu'ils ne vont pas être encore confortés dans leur stratégie par les événements de ces 2 derniers jours? Les événements des derniers jours sont en train de polariser le paysage politique, je crois. Aussi par la réaction du gouvernement, bien sûr. On a besoin d'un dialogue un peu plus ou même beaucoup plus inclusif. Et pour le moment, on voit quand même une répression qui est assez forte. Il y a des menaces de couper l'Internet, de couper la communication. Il y a bien sûr tout d'abord les attaques sur les chefs-lieux des partis d'opposition. Donc tout ça va vraiment dans la direction opposée d'une solution portée par tout le monde, disons.
Dans le document que vous avez publié il y a 2 mois, vous avez écrit que le pouvoir formait des gangs de jeunes pour intimider l'opposition. Est-ce que les événements de ces derniers jours vous confirment dans cette analyse ? Bon, cette analyse est basée sur une série de témoignages là-dessus. Effectivement, bien sûr, les événements récents sont une indication que c'est une réalité. Et vous pensez peut-être à la mise à sac des quartiers généraux de l'opposition, non ? Bien sûr, ouais. Alors, la communauté internationale, notamment l'Union africaine et les pays occidentaux, ont cautionné le dialogue national entre le pouvoir et une frange de l'opposition. Était-ce le bon choix ou pas ? Je pense que la communauté internationale n'avait pas beaucoup d'alternatives et qu'elle a essayé de faire une pression pour que ce dialogue serait aussi inclusif que possible. À l'heure actuelle, le groupe qui est effectivement autour de la table est trop limité pour désigner vraiment les contours d'une solution. Et donc, je comprends que différents pays, y compris la France, sont en train de plaider pour un dialogue beaucoup plus inclusif. Mais avec les graves événements de ces 2 derniers jours, il semble qu'on prenne le chemin inverse, non ? Tout à fait. On est tombé dans des polarisations qui vont dans une très mauvaise direction. Je ne pense pas que détruire les chefs-lieux des partis d'opposition, je ne pense pas que la répression ou couper les voies de communication est une bonne piste pour arriver à une plus grande inclusivité. Je pense le contraire. Chris Bervoets, merci. Chris Bervoets, invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Les grands titres de l'actualité internationale ce mercredi. Ça suffit, dit François Hollande à propos des violences en Syrie. Dans son discours à la tribune de l'ONU, le président français met en cause Damas et la Russie dans l'échec du cessez-le-feu. La tragédie syrienne est une honte devant l'histoire, a dit François Hollande. De son côté, Barack Obama a appelé la diplomatie à redoubler d'efforts. Les États-Unis qui affirment par ailleurs qu'ils tiennent les Russes pour responsables du bombardement d'un convoi humanitaire de l'ONU lundi en Syrie. Autre gros sujet abordé aux Nations Unies, la question des réfugiés. Barack Obama annonce qu'une 50aine de pays s'engagent à accueillir 360 000 réfugiés en 2017, soit 2 fois plus qu'actuellement. Certains pays comme la France vont même multiplier leur capacité d'accueil par 10. 4,5 milliards de dollars supplémentaires devraient également être débloqués. La revue de presse des journaux africains. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Alexis, bonjour à tous. À la une, l'escalade à Kinshasa. La tension est montée d'un cran hier mardi dans la capitale congolaise, constate le site d'information Afrique Arabia, après la sanglante répression de lundi. Au second jour des émeutes, une étrange atmosphère régnait dans cette immense mégalopole de 10 millions d'habitants. Le centre-ville était anormalement désert alors que de violents incidents éclataient autour des permanences des partis politiques d'opposition et dans certains quartiers populaires où la garde présidentielle traquait opposants et manifestants. Après la mise à sac du PPRD, le parti présidentiel avant-hier, ce sont les sièges des partis d'opposition qui ont été par des hommes armés et incendiés, à commencer par celui de l'UDPS, le parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. 2 corps carbonisés ont été retrouvés dans les décombres et 5 personnes ont été blessées. Gouvernement et opposition s'accusent mutuellement des exactions et des pillages de ces 2 premiers jours d'émeute. Fait important, hier relève pour sa part le site d'information congolais Actualité CD. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, institution catholique très écoutée dans le pays, a largement pris ses distances avec le pouvoir en place. Oui, la CENCO demande une enquête indépendante pour établir les responsabilités sur les tueries d'hier et d'avant-hier. Qui plus est, elle suspend sa participation au dialogue national voulu par le président Kabila. Le Collège des évêques exige qu'il soit clairement établi et stipulé dans l'accord politique devant être forgé à l'issue de ce forum que l'actuel président de la République ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle à organiser le plus tôt possible. Pour l'observateur Palga au Burkina, le message est tout à fait clair. Les évêques auraient voulu indiquer à Kabila la porte de sortie qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Et le quotidien Ouagalais de s'interroger, la brebis égarée du palais de la nation entendra-t-elle le sermon de l'épiscopat de son pays ou bien va-t-elle s'entêter, comme c'est souvent le cas de ces chefs d'État, sûrs de leur pouvoir, qui font la sourde oreille face à tous ceux qui les appellent à la raison? Non, répond aujourd'hui, toujours au Burkina, en essayant de chausser les bottes de Mobutu, il est à parier que ni la chaise vide de l'opposition au dialogue inclusif, ni les
les sermons et les allées et venues de l'église à cette même table, et encore moins les marches et les nombreuses victimes ne feront reculer Kabila Junior, qui est dans une logique de bras de fer. Et aujourd'hui de s'interroger également, daignera-t-il accepter à minima un gouvernement d'union nationale, d'où il resterait maître du jeu afin de reprofiler un scénario pour demeurer au pouvoir? Y a-t-il risque d'une révolution de palais? Peut-il être emporté par une insurrection? Le site d'information guinéen lejelly.com penche pour la dernière hypothèse. Un dirigeant, aussi fort soit-il, n'a aucune chance face à une désapprobation populaire, affirme Lejelly, surtout si, comme dans son cas, on recourt à la violence et à la répression. Une telle approche ne peut en effet que galvaniser le camp adverse, estime le site guinéen, et irriter davantage les opposants. C'est d'ailleurs ce à quoi nous assistons de plus en plus, les Congolais, révoltés par la barbarie dont font montre les forces de l'ordre à la solde du pouvoir, se rallient au front anti-glissement électoral. Et de fil en aiguille, pointe Lejelly, les griefs se multiplient, ainsi les protestataires commencent à se plaindre du chômage, des coûts prohibitifs de l'éducation, du faible accès aux soins de santé, etc., etc. Des revendications qui pourraient aider à étendre la contestation au-delà du champ politique pour en faire une insurrection populaire, comme celle que les Burkinabés nous ont servie il y a 2 ans. Enfin, on revient au site Africarabia qui conclut ainsi: dans cette situation des plus chaotiques, l'avenir de la RDC est suspendu à 3 facteurs: la continuation non ou non des violences dans la rue, l'échec ou non du dialogue en fin de semaine et la prise de parole ou non de Joseph Kabila, dont beaucoup de chancelleries ne comprennent pas le mutisme. La revue de presse des journaux africains. Merci beaucoup Frédéric Couteau. Revue de presse à retrouver et à réécouter comme tous les jours sur le www.rfi.fr. On fait une petite pause et on retrouve l'actualité sportive. Tous les jours, RFI vous informe en 13 langues. Говорит Париж. На вашей волне международное французское радио RFI. В Париже 3 часа. Good morning and welcome to this program of news and analysis. Radio France International, são 8 horas da manhã em Paris, 6 horas. 各位正在收听的是 RFI 法国国际广播电台。RFI Radio France Internationale. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Aujourd'hui. Pourquoi partir sur les traces du Yéti, du Mokele Bembe ou du calmar géant? Quelle réalité se cache derrière ces monstres mythiques qui nourrissent notre imaginaire et celui des scientifiques? Autour de la question. Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec Monogram, transfert d'argent. Le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier. Bonjour Alexis. Des mois d'incertitude et un bref message qui élève l'hypothèque. Yaya Touré a décidé de quitter les éléphants de Côte d'Ivoire. En retrait depuis mars 2015, juste après le sacre ivoirien à la Coupe d'Afrique des Nations, le milieu de terrain aux 113 sélections s'est dit incapable de se fixer de nouveaux objectifs avec les éléphants. À 33 ans, Yaya Touré évoque tout de même une décision difficile à prendre. Un choix toutefois attendu par le sélectionneur français de la Côte d'Ivoire, Michel Dussuyer. Il souhaitait savoir s'il devait compter sur le capitaine aux 19 buts alors que se profile le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Michel Dussuyer pour qui le départ de Yaya Touré marque la fin d'une époque. C'est une page qui s'est tournée progressivement, mais je pense que c'est une surprise pour personne. Il y a déjà eu Kolo qui avait arrêté en 2015, avant bien sûr d'autres joueurs comme les Didier Drogba, les Okora ou d'autres encore. Donc effectivement, c'est toute une génération qui arrive en fin de cycle, même si aujourd'hui il y a toujours des garçons comme Gervinho ou Salomon Kalou qui sont un peu à la jonction entre les générations et qui peuvent faire office de relais. Maintenant, c'est un défi aussi pour la sélection de ce renouvellement. Ça a déjà été entrepris avec la CAN 2015 et l'apparition de joueurs prometteurs comme Eric Bailly ou Wilfried Canon ou d'autres encore.
Il y a une génération qui est en train de se mettre en place et il faudra peut-être un petit peu de temps, mais on espère que ce sera le moins de temps possible pour retrouver le plus haut niveau. Michel Dussuyer, sélectionneur de la Côte d'Ivoire dans l'émission Radio Foot International. C'est donc sans Yaya Touré que les champions d'Afrique affronteront le Mali début octobre en ouverture des qualifications pour le Mondial 2018. Un football toujours avec plusieurs performances notables des joueurs africains évoluant en Europe et d'abord en Allemagne. Et c'est devenu une habitude. Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau brillé avec le Borussia Dortmund. Le Gabonais dans une forme éclatante puisqu'il a inscrit un doublé contre Wolfsburg lors de la victoire 5-1 des jaunes et noirs. C'est 3e et 4e but en 3 rencontres cette saison. Moins de succès en revanche pour Joël Matip, le Camerounais, et Marcel Tisserand, l'international de RDC, qui évoluent ensemble à Ingolstadt. Ils se sont inclinés 2-0 sur leur pelouse face à Francfort. D'autres résultats en Ligue 1 française cette fois. Avec le Paris Saint-Germain tranquille face au promu Dijon pour le compte de la 6e journée. Privés de Serge Aurier, les Parisiens se sont imposés 3-0. Ils prennent provisoirement la tête du championnat à égalité de points avec Monaco. Pendant ce temps, Vincent Enyama et Lille s'enfoncent encore un peu plus dans la crise. Malgré la première titularisation du jeune malien Yves Bissouma, les Dogs ont été battus par Toulouse 2-1 et se retrouvent 17e. Merci beaucoup Antoine Grenier pour ce journal des sports. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.